Bonjour Hamida Aman. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes la présidente et la fondatrice de Radio Begum et de Begum TV. Vous diffusez des programmes éducatifs à destination des filles et des femmes en Afghanistan, jeunes filles qui sont interdites d'école après 12 ans. Vous rentrez aujourd'hui même, hier soir, d'un séjour en Afghanistan à Kaboul. Qu'est-ce que vous êtes allé faire sur place et surtout, dans un premier temps, quelle est la situation, quel ressenti vous avez eu sur place? Oui, comme vous pouvez vous imaginer, le moral est au plus bas sur place, suite en plus des dernières lois promulguées par les talibans. Donc moi, je me rends régulièrement en Afghanistan. J'y étais, mon dernier voyage, j'y étais jusqu'en début juillet. Et là, de toute manière, j'allais me rendre aussi en Afghanistan. Et pour moi, j'ai un petit peu accéléré le pas parce que cette nouvelle loi venait de tomber. Pour moi, c'était important d'être auprès de mes équipes pour leur remonter le moral et pour essayer de comprendre quel va être l'impact de cette loi sur notre média, qui est une radio dédiée aux femmes, qui est faite par des femmes pour des femmes, qui est une radio 100% éducative, enfin 80% éducative, et aussi pour être à leur côté, pour les réconforter. Justement, ces femmes, la radio c'est la voix. Les femmes sont désormais interdites de parler dans l'espace public. Est-ce que ça veut dire que votre radio va arrêter d'émettre? Comment ça va se passer pour vous et pour vos journalistes sur place? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Lors de mon séjour, on a pu s'entretenir avec le porte-parole des talibans, du gouvernement, qui a bien voulu répondre en Zoom à un certain nombre de journalistes femmes, des représentantes des médias femmes ou des journalistes femmes qui travaillent en télé et en radio principalement. Et donc il n'y avait pas l'image, c'était vraiment un sort de Zoom avec la voix. Et il a été très... il s'est voulu rassurant. Et il nous a simplement dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que ça n'allait pas impacter notre travail, etc. Mais voilà, ce n'est pas entre ses mains. Lui n'est que le porte-parole. La décision finale est entre les mains du chef suprême. C'est le porte-parole, donc il a quand même, il relaie quand même les décisions du chef suprême. Mais lui, son rôle, c'est aussi un petit peu de rassurer la population. Il est considéré, lui, en tant que parmi les modérés, si on peut encore parler de ce terme-là. Moi, j'aime pas trop en parler, mais en tout cas, il est moins agressif, il est moins dur que les autres. Mais néanmoins, on ne peut pas complètement se fier à ses propos parce que il y a 3 ans, il nous avait aussi rassurés lorsqu'ils étaient arrivés au pouvoir. Et lui, cette personne-là était aussi en charge des médias. À ce moment-là, j'étais allée le rencontrer. Il s'était montré tout à fait conciliant en disant que les droits des femmes n'allaient pas être entravés, etc. Voilà. En 3 ans, effectivement, ils ont touché les droits des femmes. Radio Begum, c'est sur place. Vous avez l'équipe, c'est combien de femmes? Et quelle est la couverture de votre radio? Est-ce que c'est une radio qui couvre simplement la capitale ou ça couvre une grande partie du territoire afghan? C'est une radio nationale donc, qui diffuse de Kaboul vers les provinces. Donc nous couvrons les 3/4 du pays depuis Kaboul. Et elle est faite par une équipe de 30 femmes, principalement basées à Kaboul, mais avec des correspondantes dans les provinces également. L'organisation, dans son général, on a plus de 90 personnes parce que je gère une autre radio pour jeunes, et on a toute une équipe qui s'occupe des contenus éducatifs. Donc c'est une très grosse équipe. On emploie plus de 90 personnes au sein de l'ONG. Vous avez une idée du nombre de femmes qui écoutent vos programmes? Donc ce sont des programmes essentiellement éducatifs. Nous estimons notre audience à peu près 6 millions d'auditrices potentielles. Nous pouvons aussi évaluer l'impact par rapport aux appels que nous recevons, à l'interaction que nous avons via les réseaux sociaux. Donc effectivement, on couvre toutes les grandes villes et aussi les régions les plus reculées aussi.
Visiblement, donc vous avez des relations avec les talibans. Les talibans semblent dire qu'ils vont tolérer, et donc la radio va pouvoir continuer. Néanmoins, vous disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas tout à fait rassuré concrètement, c'est-à-dire que vous allez veiller à ce que ça continue? Comment vous Bien allez sûr, faire? nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Les médias, donc nous sommes déjà réunis en groupe de discussion et de lobbying pour pouvoir interférer, pour Peser, faire c'est peser. ça? Ouais, exactement, parce que les médias n'ont pas l'intention de se laisser faire, parce que c'est quand même un des seuls initiatives de la société civile encore active. Encore possible. Quels sont les autres médias en Afghanistan? On a l'impression que les talibans, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont absolument écrasé toute opposition. Les médias à l'intérieur du pays continuent à fonctionner bon an mal an. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Ils n'ont pas vraiment fermé de force des médias. Ils ont interrompu parfois certaines stations, certaines chaînes, etc. Mais à part les chaînes de télé ou les médias qui appartenaient à des partis politiques, ils n'ont pas vraiment obligé des médias à cesser leur activité. C'est surtout les problèmes économiques qui ont poussé ces médias à arrêter de travailler, parce qu'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de publicité. Donc ils meurent un peu pour des raisons économiques. Oui, il faut rappeler que l'Afghanistan vit une crise économique sans précédent extrêmement forte. Plus de 80% de la population est sous le seuil de pauvreté et plus de 50% dans une situation extrême de malnutrition. Donc il y a eu pas mal d'articles récemment qui sont sortis là-dessus qui montrent que non seulement les enfants sont énormément touchés, mais les femmes de plus en plus aussi. Donc les mères qui sont elles-mêmes dénutries, donnent naissance à des enfants difficilement viables. Comment vous expliquez ce récent durcissement? Alors même le mot durcissement est un peu faible, puisque depuis 3 ans depuis l'arrivée des talibans, les femmes n'ont quasiment presque droit à rien. Ne plus parler dans l'espace public. Pourquoi cette décision? Cette loi est là encore plus pour faire pression sur la population, pour vraiment assurer leur mainmise et pouvoir vraiment contrôler tout le pays. C'est une manière simplement de mettre au pas les gens et de leur affirmer et de mettre un coup de massue non seulement sur les femmes mais aussi sur les hommes, parce que actuellement là sur le terrain, ce que j'ai pu observer, c'est que il y a un plus grand déploiement des agents du ministère de la prévention du vice et de la vertu. Et de la promotion de la vertu et des préventions du vice, qu'on appelle les promotion du vice, promotion de la vertu et prévention du vice, pardon. Et du ministre et la branche sécuritaire du ministère de l'Intérieur. Donc c'est pour donner plus de pouvoir à ces deux organismes qui mettent à mal la population. Je les ai vus, ils sont déployés de manière beaucoup plus visible dans les grands carrefours à Kaboul pour non seulement surveiller le voile ou obliger les femmes à porter le masque, mais aussi mettre la pression sur les hommes, sur la longueur de la barbe ou leur tenue vestimentaire, parce qu'ils ne tolèrent plus que les garçons portent des t-shirts ou des jeans, etc. Donc des tenues occidentales. C'est principalement à Kaboul. En province, ils ont une plus grande liberté et une plus grande et beaucoup plus de pression sur la population. Ils les ont vraiment mis à mal. Alors que là, à Kaboul, il y avait quand même un petit peu de seuil de tolérance. Il y avait une petite zone de grise, et cette loi-là, elle va certainement réduire cette liberté. Cette petite liberté qu'elles avaient encore. Ce qui est le plus inquiétant aussi, c'est toutes ces contraintes par rapport au déplacement. Les femmes ne peuvent plus prendre un taxi si elles ne sont pas accompagnées. Le chauffeur n'a pas le droit de conduire des femmes qui ne sont pas de sa famille, etc. Donc ça, c'est aussi un gros problème, parce que ça veut dire que le peu de femmes qui encore travaillent vont voir leur moyen de leur mobilité réduite encore plus. Leur liberté de circuler encore réduite. Quelles sont les femmes qui ont le droit de travailler encore en Afghanistan? Dans les médias,
quotidien, on peut encore travailler avec beaucoup de contraintes, extrêmement contrôlées, etc. Mais nous pouvons travailler. Dans le secteur privé, les femmes peuvent encore travailler. Et quelque part, dans les ONG, etc., elles travaillent un peu de manière un peu cachée, si on veut, mais de façon clandestine. De façon clandestine, soit de la maison, soit de temps en temps avec quelques apparitions au bureau. Mais il y a un peu de travail, mais ce peu de travail-là est mis à mal par ces restrictions. Et menacé. Est-ce que les talibans, finalement, peuvent s'appuyer aussi sur une population, une société qui, globalement, approuve ce durcissement, vous diriez ? Je pense que en 3 ans, le régime aura réussi à influencer énormément sur l'état d'esprit de la population, des hommes et des femmes. Quelque part, là, je l'ai vu de mes propres yeux en étant à Kaboul il y a quelques jours. Un vendredi, c'était un jour de congé, j'étais dans un quartier résidentiel tout à fait, généralement assez libre, dans l'ouest de Kaboul, qui est assez connu pour être un peu toléré, beaucoup plus tolérante qu'ailleurs. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à me filmer moi-même en marchant, comme si j'étais une touriste, enfin une visiteuse. Et là, à ma grande surprise, c'est la population, les hommes autour de moi qui commençaient à me héler en disant « Mais t'as pas le droit de faire ça, mais pourquoi tu fais ça, mais ne fais pas, t'as pas le droit. » Et je me suis adressée à eux en disant « Mais pourquoi vous êtes de la police ou vous faites partie des talibans? Pourquoi vous me laissez je te filme pas, je ne vous filme pas vous, mais je me filme à moi-même. » Et j'ai pu vraiment voir que les gens subissent et font subir aux autres et surveillent et s'auto-surveillent. Et finalement, ils auront bien réussi à changer les mentalités et à instaurer ces règles comme quelque chose de légitime et normal. Cet exemple que vous citez d'hommes dans la rue qui vous... et de femmes aussi. Et de femmes qui vous diligentent, qui vous surveillent, qui vous interdisent, c'est réellement nouveau. C'est-à-dire, il y a 5 ans, par exemple, ça, à Kaboul, ça n'existait pas. Il y a quelques années. Quelques-uns peut-être. Bien sûr, quelques-uns, mais pas à ce point-là. Et c'est... Non, bien sûr, ça n'existait pas. Et là, de plus en plus, même les femmes, les journalistes de la radio me disent que c'est souvent la population, c'est souvent les gens dans les transports publics, les femmes dans la rue, même les femmes plus âgées, qui les accostent et leur disent « Mais remets-moi ton voile, voilà, tu n'es pas... » et les incriminent par rapport à leur tenue vestimentaire ou leur attitude désinvolte à leur goût. On a le sentiment que les talibans font un peu ce qu'ils veulent sans réelle opposition des occidentaux, même s'il y a eu quelques protestations. Pourquoi, d'après vous, on laisse faire les talibans ? Parce que les talibans auront réussi à prendre le pouvoir sans bain de sang, sans qu'il n'y ait de guerre civile, et auront stabilisé le pays en termes de sécurité. Bon, c'était un peu le pyromane pompier, mais ils auront quand même, ils ont un contrôle sur tout le pays qui a stabilisé le pays et ils auront aussi permis de réduire la culture du pavot, de la drogue, et on n'a pas assisté non plus à une émigration massive où le pays s'est vidé. Donc la sécurité, l'éradication quasiment, je crois à 95% de la culture du pavot, la présence de Daesh sur le territoire afghan qui a été aussi, contenue ou éliminée peut-être par les talibans, ce sont des satisfactions. C'était dans l'agenda certainement des Occidentaux, des États-Unis en tête, des démarches à suivre, et on se dirige vraiment vers une normalisation aussi des relations diplomatiques avec le régime, sans trop les contraintes et les talibans continuent leur abus sur les droits humains et la réduction des droits de l'homme, mais en même temps il n'y a aucune entrave à ce niveau puisqu'ils ont répondu par la positive pour tous les autres critères. Effectivement, vous faites référence aux talibans qui étaient pour la première fois à Doha en juin pour parler soutien économique et lutte anti-drogue avec la communauté internationale. On touche bientôt à la fin de notre entretien. Autre signe de puissance des idées des talibans, ils ont menacé, certains Afghans de France, en tout cas, ont menacé une jeune athlète, Marzi Hamidi. Elle était la semaine dernière sur ce plateau. C'est un signe, ça, de la puissance de leurs idées qui est au-delà du territoire. Comment vous
vous analysez ces menaces qui ont été faites sur cette jeune femme? Mais c'est bien la preuve qu'il y a un grand nombre d'Afghans qui adhèrent à ces idées de plus en plus, parce qu'on voit la stabilité. Comme je vous dis, le pays aura là en 3 ans a quand même une certaine stabilité, une réduction, et ils auront et on peut se déplacer à une liberté. Donc, pour un certain nombre de gens, cela suffit et on doit les maintenir. Ils auront libéré aussi le pays du joug étranger, si on peut dire. Et donc, pour ces raisons-là, il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ces idées et malheureusement, certains d'entre eux ont trouvé refuge en Europe. Souvent, c'est ceux qui sont arrivés clandestinement et donc, il est important de prendre en charge ces nouveaux arrivants, non seulement et de les encadrer pour leur montrer aussi comment on vit en Europe et pouvoir aussi éviter ce genre d'accueil parce que nous en tant que médias, moi j'ai aussi une chaîne de télé ici en France animée par des femmes afghanes à l'attention des femmes restées des femmes en Afghanistan et nous diffusons par satellite et même pour elles je suis inquiète parce que elles pourraient être aussi menacées comme Marzial l'a été. Merci infiniment, Hamida Aman, d'avoir été avec nous.